Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, début du dialogue intermalien en pleine contestation. Un dialogue pour ramener la cohésion dans le pays depuis le coup d'État de 2021 qui a vu l'arrivée des militaires au pouvoir. Ce 13 avril, le Rwanda rend hommage aux politiciens qui se sont opposés au massacre des Tutsis dans le pays. Pour les 30 ans, les autorités ont décidé de rendre hommage à 9 nouvelles personnalités, en majorité des Hutus modérés, qui ont défendu les Tutsis en 1994. Et à l'occasion de l'allumage de la flamme olympique à Athènes le 16 avril, ce samedi soir, nous faisons un point sur l'olympisme en Afrique. Quelles sont les chances de médaille du continent africain? Quels sports peuvent espérer se distinguer? Avec l'un des meilleurs experts de l'olympisme en Afrique, l'historien du sport, Silver Henri Cissé. On ouvre ce journal par le début de la première phase du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, initié par la junte malienne. La série de rencontres a pour ambition de réconcilier les Maliens, mais ces rencontres se déroulent sans acteurs de premier plan sur le terrain. Les détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel. La phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a commencé. Mais d'après nos informations, ces rassemblements n'ont pas lieu dans les 703 communes que compte le Mali. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Les djihadistes sont toujours présents et la logistique n'a pas toujours suivi. Mais cet important rassemblement, cet important dialogue n'enregistre pas la participation de tout le monde. Par exemple, des poids lourds de la classe politique locale, comme l'Alliance pour la démocratie au Mali ou le RPM, qui sont des poids lourds du marigot politique local, ont appelé leur base à ne pas participer à ces rencontres. Pourquoi? À cause de la dernière, parce que le gouvernement a pris récemment la décision de suspendre les activités des partis et des associations politiques. Donc ces partis ne sont pas d'accord avec cette décision qu'ils qualifient d'illégale, d'antidémocratique. Ensuite, il y a d'autres absents importants. Ce sont les ex-rebelles qui ont été défaits récemment à Kidal par l'armée malienne et le groupe paramilitaire Wagner. Ces groupes ex-rebelles ont décidé de ne pas participer à ces rencontres. Or, ce sont des rencontres justement pour parler de désaccords entre les communautés, des questions de recoudre le tissu social et d'instaurer l'harmonie et la coexistence pacifique. Ce qui fait dire à certains observateurs que ce début de dialogue a un goût d'inachevé. On passe au Rwanda où la première semaine de deuil des 30e commémorations du génocide contre les Tutsis touche à sa fin. Chaque 13 avril, en effet, le pays rend hommage aux politiciens qui se sont opposés au massacre des Tutsis dans le pays. Et pour les 30 ans, les autorités ont décidé de rendre hommage à 9 nouvelles personnalités, en majorité Hutus modérés, qui ont défendu les Tutsis en 1994. Les détails avec Clément Diroma à Kigali. Les Rwandais concluent leur première semaine de deuil du génocide contre les Tutsis ce samedi. Des milliers de personnes ont assisté à une grande cérémonie de clôture au mémorial de Rebero sur une colline qui surplombe la capitale, Kigali. Plus de 14 000 victimes y sont enterrées, dont des personnalités politiques qui s'étaient opposées en 1994 à l'idéologie génocidaire du gouvernement Habyarimana. Les familles d'anciens ministres, de préfets ou encore de journalistes se sont recueillies sur les tombes de ces hommes et femmes, en majorité Hutus, qui avaient défendu les Tutsis à l'époque. Pour ces 30e commémorations nationales, 9 nouveaux noms de politiciens ont été ajoutés sur une stèle. Ce type d'acte est très important pour pouvoir démontrer que quelques politiciens ont quand même agi. Ils se sont détachés de l'idéologie génocidaire et de la haine pour lutter contre ce phénomène et ce système. Ça nous permet de pouvoir renforcer l'unité, de conserver la mémoire. Le génocide visait à détruire systématiquement les Tutsis et pour encourager les Hutus à y participer, on tuait aussi des cadres Hutus qui s'opposaient à cette idéologie-là. Parmi les 9 nouveaux noms ajoutés au mémorial, celui de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boniface Ngoulinzira. Dans les années 90, il défendait un dialogue pacifique et s'était éloigné du pouvoir génocidaire avant d'être assassiné dès les premiers jours des massacres à Kigali. Avec lui, de nombreux Hutus modérés, souvent opposants politiques, furent tués partout dans le pays.
30 ans plus tard, le gouvernement rwandais leur rend encore hommage sur cette colline de Rebero où a eu lieu la toute première commémoration du génocide contre les Tutsis, une année après les tueries, le 7 avril 1995. Un mois après que le Niger a dénoncé les accords militaires signés avec les États-Unis, les Américains sont toujours sur le sol nigérien. Et cela, même si leurs opérations sont suspendues depuis plusieurs mois. Ce samedi, la capitale nigérienne a hébergé une manifestation qui demande le départ des soldats américains. Impression de déjà-vu à Niamey ce week-end. Plusieurs milliers de Nigériens ont manifesté contre la présence militaire américaine dans leur pays. Pour les protestataires, l'ambition est claire. Le Niger doit diversifier ses partenariats pour sortir d'une crise sécuritaire qui mine le pays depuis plus de 10 ans. Et nous encourageons le CNSP à aller vers l'Iran, à aller vers la Turquie, à aller vers la Corée du Nord, à aller vers la Chine, à aller vers la Russie, à aller vers tous les pays. Même si le diable sera utile pour le Niger, le CNSP est libre d'aller vers ce diable et aucun Américain ou aucun impérialiste n'a le droit de venir nous donner une leçon de morale. Une invitation à laquelle la Russie, de plus en plus présente au Sahel, a déjà répondu. Il y a quelques jours, une centaine d'instructeurs russes et du matériel militaire ont été réceptionnés à Niamey dans le cadre d'une coopération renouvelée entre les deux pays. Un partenariat renforcé dont les soutiens du CNSP attendent beaucoup. On attendait une collaboration franche qui n'est pas la même que celle des Français et des Américains. On attendait vraiment qu'ils nous aident sur le plan armement. On attendait vraiment des investissements terribles, Maous, dans le Niger pour juguler la crise de l'emploi. La Russie a le vent en poupe dans les milieux civils qui soutiennent les pouvoirs militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais sur le terrain, les soldats russes, comme les mercenaires de Wagner avant eux, pourraient se heurter aux mêmes difficultés que les armées américaines et françaises. Les djihadistes et les bandes criminelles qui opèrent au Sahel maîtrisent mieux qu'eux un espace grand comme l'Europe. Allez, on passe au focus de ce samedi soir. Le 16 avril s'allumera la flamme olympique à Athènes. S'en suivra un relais dans le monde entier avant d'atterrir en France le 8 mai prochain par Marseille. L'occasion pour nous au JTA de vous parler d'olympisme africain. Quelles sont les chances de médaille du continent africain? Quels sports peuvent espérer se distinguer? On en parle avec sans doute l'un des meilleurs experts de l'olympisme en Afrique parmi ses nombreuses casquettes, historien du sport, producteur de l'Afrique du sport sur RFI et co-auteur de l'Olympisme, une histoire du monde publiée aux éditions de La Martinière. Silver Henri Cessé, merci de nous retrouver. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Partagez. Alors Silver, la flamme va être allumée à Athènes. En regardant le trajet, on se rend compte que le continent africain, encore une fois, j'ai envie de dire, a très peu reçu cette flamme. Qu'est-ce que ça dit de cette fête internationale du sport vis-à-vis de l'Afrique ? Fatimata, comme vous dites, une fois de plus, l'Afrique ne va pas recevoir la flamme olympique. Elle a reçu à de très rares moments. La toute première fois, c'était en 2004. La flamme était passée par l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu 2008. Elle est passée par la Tanzanie. Mais c'était au bénéfice de la volonté de la Chine qui voulait montrer ses investissements et rendre hommage, et en tout cas appuyer les investissements qu'il faisait en Afrique. Mais sinon, la flamme n'a très peu voyagé en Afrique. Il faut bien comprendre que le comité... Vous m'entendez ? Il faut bien comprendre que le Comité olympique international n'est pas une association avec un but philanthropique. C'est un organisateur de spectacles privés. Et pour le Comité international olympique, peut-être que les investissements en Afrique, et en tout cas l'Afrique pour l'instant, ne représentent pas en tout cas un focus aussi important qu'on pourrait avoir en Europe ou aux États-Unis. Alors Silver, en préparant justement cet entretien, vous me disiez que les Jeux de la jeunesse de Dakar 2026 seront peut-être un test. Mais vous y croyez vraiment aux Jeux olympiques organisés en Afrique ? Oui, j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui est très compliquée pour le Comité international olympique. Les Jeux, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne peuvent plus être organisés dans cette dimension-là. Vous remarquerez qu'il y a de moins en moins de villes qui candidatent. Il y a moins en moins de villes qui se proposent, parce que c'est un enjeu politique. Il y a des populations qui s'opposent à l'organisation des Jeux. On voit que dans l'histoire, les Jeux ont été des gouffres. Donc, il faut qu'à
à mon avis, il change de position et de posture. Je pense qu'à l'avenir, les Jeux seront organisés un peu comme la Coupe du monde de football que nous verrons en 2030, qui sera organisée entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ou même 2026 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Eh bien, les Jeux olympiques seront organisés entre plusieurs villes. Et là, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que nous pourrions avoir une capitale africaine qui pourrait être associée à une capitale européenne. On pourrait avoir Dakar, je ne sais pas moi, Madrid et Lisbonne. Pourquoi pas envisager de telles choses? On aura hâte de voir ça. On aura hâte de voir ça, Silver. Et alors, parlons sportif maintenant, côté sport. Parmi nos chances de médailles, il y a évidemment l'athlétisme avec le marathon. On pense évidemment au Kenyan et en particulier à Eliud Kipchoge, qui vise, lui, une 3e médaille d'or olympique consécutive sur ce marathon lors de ces Jeux cette année. Je propose d'écouter Clémence Valère qui nous en dit plus et on en reparle juste après. Super Kipchoge. Il est une icône dans le monde du marathon. Le Kenyan Eliud Kipchoge est le double champion olympique en titre. Cet été, il n'a qu'un seul objectif, entrer dans l'histoire en devenant le premier à obtenir un 3e titre olympique. Au Kenya, on dit qu'il ne faut pas courir après 2 lapins à la fois, car on les rate tous. On n'en chasse qu'un. C'est donc le lapin des Jeux olympiques que je poursuis en ce moment. Se fixer des défis est la devise du grand sportif. En 2018, le coureur devient le premier athlète à terminer un marathon sous la barre des 2 heures et 2 minutes. 4 ans plus tard, il battra son propre record en inscrivant un chrono de 2 heures 1 minute et 9 secondes. À l'aube de ses 40 ans, l'esprit compétitif de la légende du marathon reste de fer. Pas question de mettre son dossard au placard. Si vous pouvez me convaincre qu'au moment où je franchirai la ligne d'arrivée, le monde entier sera devenu un monde de course à pied, alors je prendrai ma retraite. Kipchoge fait partie d'un club très fermé de champions. Avec l'Éthiopien Abebe Bikila et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski, ils sont les 3 seules personnes dans l'histoire à avoir obtenu 2 médailles d'or olympiques consécutives au marathon. Alors Silver, les Kenyans ont évidemment, comme toujours, parmi les plus grandes chances de médailles. Au passage, je sais que vous n'aimez pas, quand on parle des médailles africaines, vous préférez un classement par pays. Oui, parce que, vous savez, j'ai l'impression qu'on essentialise un peu l'Afrique, toujours, quand on parle de l'Afrique en général. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Europe, où on va plutôt parler de pays, ou en ce qui concerne, par exemple, l'Amérique du Nord. J'aime bien quand on démarque chaque pays par ses victoires, ses formations et les médailles qu'il remporte. Cela permet de mettre l'accent sur la formation et non pas d'essentialiser l'Afrique comme on a l'habitude de le faire assez généralement. Néanmoins, il y a un sport qui sort un peu du lot et qui étonne par le nombre de médailles, c'est le taekwondo. Expliquez-nous pourquoi. Alors ça, c'est un cas très intéressant, le taekwondo. Il a remporté, les Africains brillent dans le taekwondo et ça, on le doit essentiellement à la Fédération internationale qui a compris l'importance qu'il pouvait tirer en investissant sur le continent africain. C'est un sport qui est basé sur une assistance électronique pour la décision arbitrale. Et en 2012, la Fédération internationale va décider d'équiper tous les pays émergents, tous les pays qui sont en difficulté de matériel électronique pour qu'ils soient au même niveau des plus grandes nations. Ce qui va permettre aux nations africaines de pouvoir rivaliser avec les meilleures nations et de pouvoir, dès 2012, avec Anthony Obama, qui sera d'ailleurs le premier subsaharien à arriver dans une finale olympique, eh bien, à placer différents Africains dans les finales à partir de 2012. Et aujourd'hui, l'Afrique, dans ce sport, brille. Ça a été une volonté de soft power sportif des Coréens du Sud, à travers ce sport, de doter les nations émergentes d'un matériel électronique qu'ils n'auraient pas pu acquérir s'ils n'avaient pas eu l'aide de la Fédération internationale. Et alors, globalement, très rapidement, que peuvent faire justement les pays africains? Que doivent-ils faire pour améliorer globalement justement leur chance de médaille? Alors, vous savez, en général, l'Afrique ne dépasse pas les 5% de médailles. On espère qu'elle puisse dépasser les 5% de médailles. Ce qu'ils doivent faire, ce que nous devons faire, nous, c'est prier, mais surtout, c'est bien se préparer. Là, nous sommes dans les derniers moments. Les athlètes sont dans les dernières phases de préparation. C'est chercher la sérénité, chercher la tranquillité, se préparer pour arriver le jour de la compétition au top de leur forme. Eh ben, on suivra ça. Les Jeux Olympiques, c'est du 25 juillet au 11 août. Merci Silver Henri Cissé. Je rappelle que vous êtes producteur de l'Afrique du sport sur RFI et co-auteur de Olympisme, une histoire du monde. Et c'est publié à La Martinière. Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier d'Athènes à Paris en passant par Marseille, Nairobi, Yaoundé, Dakar, Cape Town, partout. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.